Je m'appelle Sarah Normandin, je suis nutritionniste diététiste depuis plus d'une dizaine d'années, puis je m'intéresse depuis pas mal le début de ma carrière à l'alimentation intuitive puis l'approche qui est non restrictive avec l'alimentation. Tellement intéressée que j'ai fait plusieurs formations sur le sujet avec des experts dans le domaine. J'ai aussi fait beaucoup de lectures pour me former sur l'approche de l'alimentation intuitive pour pouvoir l'intégrer rapidement dans ma pratique avec ma clientèle. Ce qui fait qu'au fil des années, avec mon expérience où j'ai travaillé plus en secteur public, dans les CIUS, avec des clientèles très variées, je me suis rapidement rendu compte que la clientèle avec qui j'avais envie de travailler, c'était les personnes qui voulaient rétablir leur relation avec la nourriture, puis développer une relation qui est plus positive, qui est plus le fun, puis qui n'est pas restrictive en lien avec les aliments, parce que je voyais vraiment beaucoup trop de femmes et même certains hommes pris dans le cercle vicieux de la restriction, pris dans le cercle vicieux de la culture des diètes, des régimes, puis je vois les conséquences. Les études dénoncent ces conséquences-là aussi. C'est des notions qu'on a depuis longtemps, mais malheureusement, c'est pas de l'information qu'on voit beaucoup quand on consulte, par exemple, nos réseaux sociaux. Il y a aussi les pseudo-experts qui s'auto-qualifient d'experts en nutrition, mais qui n'ont pas les connaissances ou les compétences, qui vont partager plein de fausses informations sur l'alimentation puis la perte de poids. Donc, c'est sûr que c'est difficile de s'y retrouver. C'est normal d'être perdu. En fait, c'est quoi une nutritionniste diététiste? Tout d'abord, on a les 2 titres qui sont réservés à notre profession par l'Ordre professionnel des diététistes nutritionnistes du Québec, qu'on appelle aussi ODNQ. Le fait d'avoir un ordre professionnel, ça garantit la qualité. Donc, on doit avoir un baccalauréat en nutrition pour être membre de l'ordre professionnel. Notre baccalauréat en nutrition, c'est 3 ans et demi d'études uniquement sur la nutrition humaine, sur l'alimentation. Donc oui, on étudie beaucoup le corps humain. On a des cours de biologie, de biochimie, mais on a des cours aussi évidemment sur la relation entre les aliments et la santé puis les maladies. La nutrition clinique aussi qu'on appelle en fait, qui va être de voir comment on peut adapter la nutrition à certaines maladies, soit les prévenir, soit parfois même les traiter ou gérer une maladie en fonction de la nutrition. Et il y a le volet psychologique aussi qui est très intéressant où on va avoir les comportements alimentaires puis la relation avec la nourriture. Puis moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse énormément. J'en ai d'ailleurs fait un podcast qui s'appelle « Le maudit poids » où je reçois plein d'experts pour les enjeux gravitant autour du poids, de l'image corporelle, de la grossophobie. Puis je reçois aussi beaucoup de gens qui viennent témoigner de leur vécu. Donc, je viens vous parler d'alimentation intuitive. Pourquoi? Parce que c'est ma passion. C'est des principes, en fait, l'alimentation intuitive. C'est bon de le nommer. Encore une fois, il y a beaucoup de mythes qui sont associés à ça parce qu'il y a beaucoup de pseudo-experts qui vont reprendre le terme alimentation intuitive puis qui vont l'utiliser, entre autres, pour vendre des pertes de poids. Première chose qu'il faut savoir, c'est que l'alimentation intuitive, ça n'a pas été conçu dans un but de perte de poids. En fait, même le premier principe de l'alimentation intuitive, c'est de rejeter tout ce qui est culture des diètes, donc du contrôle alimentaire dans le but de générer une perte de poids. Donc, c'est pas ça du tout l'objectif de l'approche. L'objectif, c'est d'enlever une charge très importante mentale par rapport aux aliments. Donc, toutes les petites phrases qu'on peut avoir ou les pensées dans la journée associées en lien avec soit des décisions alimentaires ou l'alimentation, toute la culpabilité, puis parfois même la honte qu'on peut avoir face à notre alimentation, notre image corporelle. Donc, tout ça est interrelié. L'alimentation intuitive, ce qu'on veut faire avec ça, c'est de se libérer, enlever un poids, lâcher un petit peu prise sur tout ce contrôle-là, finalement. Ça a l'air simple, ça ne l'est pas nécessairement, évidemment. Parfois, c'est pas possible de le faire seul non plus. Là, je vous parle des principes un petit peu aujourd'hui, mais sachez que ça peut prendre parfois un accompagnement, soit par une nutritionniste diététiste. Des fois, ça peut être plus au niveau psychologique, on peut avoir besoin de soutien là, au travers de la démarche. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'alimentation intuitive, ça fait longtemps que ça existe, puis c'est bien étudié aussi. Ce qu'on se rend compte, c'est que c'est favorable à la santé, là. Donc, c'est sûr que si c'était pas favorable à la santé, on n'en parlerait pas comme on en parle là.
En fait, c'est que quand on se sent bien, quand on est bien dans notre corps, quand on est bien avec nos choix alimentaires puis qu'on n'a pas des émotions négatives qui prennent toujours le dessus, comme la culpabilité, la honte, par exemple, bien, on a envie de prendre soin de soi et ça, c'est un bon facteur motivateur pour adopter des saines habitudes de vie qu'on va pouvoir maintenir à long terme. Donc, plutôt que d'être dans l'approche de couper des aliments, de dire je devrais pas manger ça, je devrais manger moins de telle chose, d'être dans plus l'approche négative, on va avoir une vision qui va être plus positive de l'alimentation. Puis c'est comme ça qu'on peut tranquillement s'éloigner de la honte, de la culpabilité, puis des sentiments plus négatifs. Et ça fait en sorte qu'on a plus envie de faire des choix qui font du sens pour soi, pour prendre soin de sa santé physique, prendre soin de sa santé mentale aussi. Donc, on ne fait pas juste choisir des aliments. L'alimentation, c'est plus large que ça, finalement. Donc, oui, c'est compatible, l'alimentation intuitive, avec notre état de santé. Bien sûr, à ce moment-là, ça va être de consulter un professionnel comme une nutritionniste pour se faire accompagner si j'ai le diabète, par exemple, mais ça peut être tout à fait là, possible. Un autre mythe qu'on entend beaucoup sur l'alimentation intuitive, c'est que ce serait seulement de manger quand j'ai faim puis d'arrêter quand j'ai plus faim. Ça, c'est un beau mythe qui persiste. C'est dur, des fois, sur les réseaux sociaux, de faire de la nuance. Fait que des fois, on peut interpréter ces informations-là, mais sachez que c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, apprendre à manger à sa faim puis honorer sa faim, c'est un principe sur les 10 principes. Sa sensation de rassasiement, la considérer puis apprendre à la reconnaître, c'est un autre principe. Mais il y a comme 8 autres principes aussi à entrer en ligne de compte. Puis même quand on parle de faim, il y a plusieurs types de faim. Donc, la faim qu'on va parler de mange quand t'as faim, arrête quand t'as plus faim, on va parler de faim physiologique, donc pour combler les besoins en nutriments puis en énergie du corps. Mais on a d'autres types de faim aussi. On ne fait pas juste manger pour nourrir son corps, on mange pour aussi nourrir nos sensations sensorielles. Donc, on a de la faim qui est plus sensorielle quand on a des envies de manger plus particulières, que ce soit des textures, des goûts, des températures différentes. On a aussi des faims qui vont être plus émotives, qui sont normales jusqu'à un certain point, quand on n'est pas en déséquilibre. Ça peut être tout à fait normal. Il y a des faims qu'on va appeler plus cognitives. Donc oui, se servir de son cerveau pour prendre des décisions alimentaires, ça a quand même sa place. La nuance avec la culture des diètes, c'est que dans la culture des diètes, on coupe complètement nos signaux corporels et on n'écoute que le cerveau. Donc, on va être dans le calcul de portions, on va être dans le calcul de calories, on va être parfois dans des combinaisons alimentaires, on va être avec des coupures de certains groupes d'aliments. Donc, on va être vraiment dans la faim plus cognitive. C'est pas qu'on jette tout ça aux poubelles. Bon, le calcul, oui, de façon générale, mais ce qu'on va garder, en fait, c'est parfois toutes les notions de connaissances alimentaires. Bon, encore là, des fois, il y a beaucoup de fausses croyances qui viennent de la culture des diètes, fait que des fois, il faut remettre l'information un petit peu plus à jour. Mais c'est correct de se servir de son cerveau pour prendre des décisions parfois alimentaires, puis pas juste de se servir de ses besoins physiologiques. Exemple, si je fais toujours attendre d'avoir faim avant de manger, ben ça peut pas toujours être compatible avec mon travail, par exemple, parce que je peux pas parfois manger dans certains contextes. Donc, il y a des décisions qu'on va prendre plus au niveau de la faim cognitive. Fait que tout ça, l'alimentation intuitive, c'est comme un ensemble de gestion de tout ça. Grosso modo, je vous nomme les principes de l'alimentation intuitive, mais encore une fois, ça s'appelle les principes, c'est pas une recette à suivre, c'est pas un pas à pas, c'est pas faut absolument faire ça en ordre, faut absolument toutes les faire. En fait, c'est une approche qui intègre ces principes-là. Donc, c'est de voir, moi, qu'est-ce que je peux aller rechercher dans mes habitudes alimentaires par rapport à l'alimentation intuitive, dans ces principes-là, qu'est-ce que j'aurais avantage finalement à intégrer plus. Donc, le premier principe, c'est vraiment de rejeter la culture des diètes. Fait que souvent, on va commencer par ça quand la personne arrive avec un objectif justement de contrôle de poids, de perte de poids, avec les principes de régime, diète, restriction, bien là, on va aller comprendre puis expliquer qu'est-ce que ça fait la restriction alimentaire, qu'est-ce que ça fait les diètes, qu'est-ce que ça fait les régimes, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence sur le corps, sur le physique, mais sur le psychologique aussi, sur la relation avec la nourriture. Donc, on va aller déconstruire beaucoup de notions par rapport à ça dans les consultations. Le deuxième principe, c'est d'honorer sa faim. Ça peut avoir l'air drôle à dire, mais ça se peut des fois que si on a fait trop de restrictions, trop de régimes ou diètes, ou qu'on est allé sévèrement, qu'on ne ressente plus la faim. C'est pas une fatalité, ça peut revenir, mais ça se peut qu'on la ressente plus, ou ça se peut que on ne sait plus c'est quoi finalement une portion
que mon corps aurait besoin. Tu sais, si je ressens pas tant que ça les signaux de faim puis de rassasiement, parce que mon corps, ben, il a tellement été mis à la restriction souvent qu'il les envoie plus, ces signaux-là, ben, ça se peut que je me nourrisse pas suffisamment. Ça a l'air drôle à dire parce qu'on entend tellement souvent perdre du poids, c'est mathématique, il faut manger moins, bouger plus. Ben, moi, avec ma clientèle, c'est vraiment pas toujours le cas parce que des fois, le corps n'est pas assez nourri, puis ça fait en sorte que des fois, il va même prendre du poids. C'est quand même complexe comment ça fonctionne le corps. Donc, le premier principe, c'est de s'assurer que physiologiquement parlant, on nourrit les besoins de notre corps. Donc, ça, c'est une base qui est super importante. Ensuite, on va dans le principe 3 et 4, de faire la paix avec la nourriture puis de cesser de catégoriser les aliments en bons ou mauvais. Ça, c'est super important. Parce qu'une des conséquences de la restriction, c'est que ça rend certains aliments vraiment très attractifs parce qu'on ne se permet pas de les manger consciemment ou inconsciemment. Puis ça, ben, ça fait en sorte que ben, ça peut favoriser des rages alimentaires ou des impressions de perte de contrôle alimentaire quand je vais les manger, ces aliments-là. Ça peut être aussi banal que « Ah, ben ça, je devrais pas en manger de cet aliment-là parce que ma santé, parce que mon poids, parce que peu importe. » Ça peut être aussi ça, j'en ai mangé, mais je suis vraiment pas bonne, je me sens coupable, j'aurais pas dû le faire. » Ça aussi, malheureusement, c'est une forme de catégorisation. En fait, c'est la conséquence de la catégorisation des aliments de ressentir cette culpabilité puis cette honte-là. Donc, il y a un gros travail qui va être à faire de déconstruction au niveau de tout ce qui est, on va appeler ça des restrictions qui vont être cognitives. Donc, toutes les fausses croyances que j'ai accumulées au fil des années, que je vais associer à certains aliments, ces pensées limitantes-là, c'est des restrictions cognitives. On va essayer d'aller les déconstruire pour qu'on puisse remettre tous les aliments sur le même piédestal. On ne veut plus qu'il y ait un aliment là, qui ait un aura. Là. En fait, quand c'est interdit, le cerveau trouve ça attirant, du moins au niveau des aliments. Donc, c'est sûr que quand on fait ce travail-là, c'est vraiment, vraiment intéressant ce qu'on peut obtenir comme résultat. Puis, tu sais, le poids sur les épaules là, qu'on parlait tantôt, puis la charge mentale, les sentiments négatifs, les émotions comme la culpabilité, la honte, ben, c'est des choses qui peuvent réduire comme ça quand on travaille ces principes-là. Donc, c'est vraiment le fun, en fait. Ensuite, on a l'autre principe qui est de considérer sa sensation de rassasiement. Fait que quand on fait ça, ben c'est en fait, on essaie de comprendre c'est quoi la sensation de rassasiement. Bon, quand on dit rassasiement, des fois, on prend le mot satiété, mais en fait, la satiété, c'est quand j'ai pas faim entre deux prises alimentaires. C'est le moment entre deux prises alimentaires où je ressens pas la faim. Ça, c'est la satiété. Mais quand je mange, puis que je me sens que j'ai plus faim, ben ça, on appelle ça la sensation de rassasiement. Donc, quand je mange, le corps m'envoie des signaux tranquillement pour me dire que je pourrais arrêter de manger. Lui, il en a eu assez. Il est rassasié. Ça se peut que j'ai jamais appris à faire ça parce que si moi, dans mon éducation, on m'a toujours dit, exemple, finis ton assiette si tu veux du dessert, ce que mon cerveau a enregistré, c'est il faut que mon assiette soit vite pour que le repas se termine. Puis en plus, il faut que je mérite mon dessert en finissant l'assiette. Ça peut être aussi quand on a pris l'habitude de se faire dire qu'il faut finir notre assiette parce qu'on ne veut pas jeter la nourriture. Ben ça aussi, ça fait en sorte que notre cerveau il a compris que la fin du repas, c'est quand l'assiette elle est vide et non en fonction de moi, les besoins de mon corps à ce moment-là de la journée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va retravailler aussi. Ensuite, on a vivre ses émotions avec bienveillance. Donc, tantôt, je disais que la faim émotive, c'était tout à fait normal, puis c'est pas quelque chose qui est mal en soi, puis qu'il faut absolument se débarrasser. Là où il y a un déséquilibre, puis dans les cas où on va le travailler un petit peu plus, c'est quand, à chaque fois que je vis des émotions X, Y, Z, mon seul outil, c'est manger. Là, on serait en déséquilibre. Mais c'est une fois de temps en temps, j'ai une émotion, puis je mange, c'est pas un déséquilibre. Fait que quand c'est en déséquilibre, ben là, oui, on va aller travailler cette relation-là avec les aliments, les émotions. Des fois, on va faire ça aussi plus avec le volet psychologique, donc avec un professionnel comme un psychologue ou un psychothérapeute ou un travailleur social, par exemple. On a aussi respecter son corps, qui est le 7e principe. Respecter son corps, ça veut dire quoi? Encore une fois, parfois, on va utiliser nos collègues psychologues, psychothérapeutes, travailleurs sociaux pour travailler ça. Si l'image corporelle est vraiment difficile, si les préoccupations corporelles sont vraiment importantes, s'il y a beaucoup d'insatisfaction corporelle, c'est très, 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 très relié à nos comportements alimentaires et à notre relation à la nourriture. Donc, ça, c'est une étape qui est très importante aussi, qui vaut la peine d'être abordée. Donc, ça, c'est un principe de l'alimentation intuitive.
Fait que vous comprendrez que c'est plus large que manger quand j'ai faim puis arrêter quand j'ai plus faim. Ça touche aussi le volet activité physique, donc de réapprendre à revoir finalement notre relation avec l'activité physique qu'on peut appeler maintenant, même certains kinésiologues vont l'appeler le mouvement intuitif. Pourquoi en fait? Bien, c'est vraiment le principe, ça s'appelle ressentir les bienfaits de l'activité physique, mais c'est vraiment de réapprendre, ça va loin, un petit peu plus loin que ça, puis des fois on fait affaire avec des kinésiologues justement qui sont habitués avec l'approche. Souvent, malheureusement, l'activité physique va être utilisée beaucoup dans la culture des diètes pour contrôler le poids, pour compenser des excès alimentaires. Là, je mets des grosses guillemets parce que ça marche pas comme ça. On peut pas compenser le nombre de calories qu'on a mangé avec ce qui est écrit sur la machine quand on bouge, mais on se fait tellement répéter ça. Puis encore une fois, la fameuse phrase qu'on se fait dire « mange moins, bouge plus » pour perdre du poids, qui est pas tout à fait véridique. Ben, le bouger plus va souvent être utilisé pas dans une forme de plaisir. Des fois, il va être utilisé dans une forme de punition. Ça va être associé avec des sentiments plus négatifs. En fait, pour certaines personnes, l'activité physique, ça n'a jamais été le fun. Ça l'a toujours été soit même traumatisant si on a vécu de l'intimidation en lien avec le poids plus jeune. Ça peut être sinon vraiment juste souffrant parce que ça a été utilisé dans une méthode de perte de poids restrictive puis que c'était pas plaisant. Fait que c'est de réapprendre ou apprendre qu'est-ce que j'aime faire comme activité, comme mouvement, qu'est-ce qui me fait du bien, puis quel sentiment positif ça peut m'apporter. Encore une fois, comme on disait au début, bien, tout ça dans l'optique d'améliorer notre relation à, oui, notre corps, mais quand on fait ça, c'est une façon de prendre soin de soi, en fait. Fait qu'on disait que c'était favorable avec les habitudes de vie, favorable à la santé. L'alimentation intuitive, c'est compatible avec ça, bien ça, c'en est un bon exemple. Puis notre dernier principe, qui est honorer sa santé, et ses papilles gustatives. Honorer sa santé, c'est là où on va conjuguer tout ce qu'on a acquis comme information, puis on va dire, bien là, maintenant, moi, j'aimerais ça, adopter des saines habitudes de vie, adopter des comportements alimentaires qui vont être favorables à ma santé, mais qui vont être dans le principe de l'alimentation intuitive, puis qui vont être favorables à mon bien-être aussi. C'est là c'est pas une étape en soi, là, comme je vous disais, dans le sens où ça va être intégré partout dans le processus, mais c'est là, après ça, qu'on va voir, bien, selon où on part dans notre travail, bien, comment on peut faire pour se tendre vers les recommandations d'une alimentation qui est saine, qui est équilibrée, mais d'une façon qui est intuitive, dans le sens que c'est une façon qui va être saine au niveau psychologique aussi, qui va être compatible avec une relation saine avec les aliments. Je vous donne un exemple bien niaiseux, mais ça peut être comme, au lieu de voir un légume comme quelque chose qu'il faut que je prenne parce que ça a des vitamines puis qu'on me dit que ça pouvait m'aider pour telle affaire, on va voir ça comme, ben moi, quand je mange des légumes, ben je donne à mon corps ce qu'il a besoin parce que ça amène des nutriments que d'autres types d'aliments vont pas m'apporter. Ça va m'aider pour ma santé digestive, ça va m'aider pour le contrôle de ma glycémie, etc., etc. Donc, c'est une façon de prendre soin de moi parce que je sais que ça va faire du bien à mon corps, puis c'est pas un « il faut que ». C'est « je le fais parce que ça me tente, puis ça me fait du bien ». C'est vraiment dans comment on va revoir notre approche avec les aliments, finalement. Donc, comme je disais au début, c'est pas une marche à suivre nécessairement, c'est pas... il faut l'adapter à chaque personne selon de où on part, mais vous voyez un peu vers quoi on s'en va. C'est quoi notre destination. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez vous intéresser à ça tranquillement. Il y a d'ailleurs plein de livres de nutritionnistes qui en parlent de l'alimentation intuitive. Ça peut être des bonnes références. On en parle aussi dans certains épisodes de mon podcast « Le maudit poids ». Il y a d'autres nutritionnistes qui en parlent aussi ou qui offrent même certains programmes que vous pouvez faire de façon autonome sur l'alimentation intuitive. Puis, il y a aussi l'option de consulter une nutritionniste qui est spécialisée finalement dans l'alimentation intuitive qui pourrait vous accompagner dans votre processus au besoin. Donc, voilà, ça me fait plaisir de vous parler d'alimentation intuitive. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est Sarah Normandin, nutritionniste, Instagram, Facebook, puis il y a mon site internet aussi, sarahnormandinnutritionniste.com. Donc, merci